Oui. Bonjour. 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 Bienvenue. On attend que les autres participants se connectent et on a aussi lancé l'enregistrement de la réunion. Donc, si vous voulez pas apparaître sur l'enregistrement, surtout coupez vos caméras. Et idéalement, on a effectivement déjà peut-être de couper les sons, les micros, s'il vous plaît. Je vous propose qu'on se laisse quelques minutes et puis qu'on commence. On donne 2 minutes, 13h03, et puis on lancera la présentation puisqu'on a un temps qu'on veut assez rythmé et on voudrait tenir les délais parce qu'on a tous notre emploi du temps qui est bien rempli, je pense, pour cet après-midi. Jesus. Não. Bonjour à tous ceux qui se connectent. Donc, ceux qui n'ont pas eu le premier message, on est en train d'attendre encore 1 minute pour commencer. Et on voit que ça se connecte au fil de l'eau. Et ben, on s'était donné quelques minutes, 13h03, donc je vous propose de débuter cette présentation. Bonjour à tous. On tenait à vous remercier de votre présence pour cette présentation qu'on a construite entre l'URPS Pharmacien Centre Val-de-Loire et l'Omédite Centre Val-de-Loire. L'objectif de cet atelier présentation, c'est effectivement de vous donner des clés en tant que professionnel de santé, plutôt spécialiste du médicament, pharmacien, médecin, des clés pour pouvoir sensibiliser vos collègues professionnels de santé au risque iatrogène, donc le risque lié aux médicaments, médicaments qui peuvent être des médicaments pourvoyeurs de chute. Donc, cet atelier, nous l'avons construit donc en collaboration avec Adeline Boudet, qui est pharmacien à l'Omédite Centre Val-de-Loire, à qui s'est associé Maud Fenouil, qui est chargée de projet exercice coordonné pour la Fédération des URPS, et moi-même, Françoise Guégan, qui suis pharmacien et présidente de l'URPS pharmacien Centre Val-de-Loire. Donc, je vous propose que pour débuter, on vous fasse quand même un rappel rapide du contexte et des enjeux que représente le médicament dans le risque de chute, avec effectivement les petits rappels d'usage, mais je pense que vous êtes tous habitués, c'est de couper pensez à vous identifier effectivement, couper par défaut votre caméra et votre micro, et puis si vous avez des questions, utilisez l'onglet discussion.
Sachant qu'on a prévu un temps de questions-réponses à la fin du webinaire si des choses pendant la présentation nécessitent d'être éclaircies ou si vous avez besoin d'indications ou de compléments d'informations. Donc, Adeline, je te laisse la main. Merci Françoise. Et bonjour à tous. On avait souhaité aborder ce webinaire, comme l'a dit Françoise, Madame Guégan, avec trois constats. Un premier que vous connaissez, c'est que la population est vieillissante et on a une forte croissance, et vous voyez sur la courbe, des 75-85 ans qui vont donc augmenter en nombre, plus particulièrement jusqu'en 2030, et après ça sera progressif. On aura donc en 2050 une personne sur trois qui aura plus de 65 ans. Et nous savons que 30% des événements indésirables graves sont liés à la prise d'un ou plusieurs médicaments. Et de façon très synthétique, c'est ce qu'on peut appeler la iatrogénie médicamenteuse. Nous savons effectivement que ces accidents iatrogènes médicamenteux sont 3 fois plus fréquents chez les plus de 80 ans. Pourquoi? On verra un petit peu tout à l'heure, mais c'est parce qu'ils présentent effectivement une sensibilité accrue aux médicaments avec un risque d'interaction médicamenteuse qui est plus élevé. Alors que pourtant, ces événements indésirables médicamenteux, ces événements iatrogènes, sont souvent évitables. Deuxième constat, c'est la diapositive suivante, Maud. Merci. Deuxième constat, c'est un problème de santé publique. C'est la chute chez la personne âgée. La chute chez la personne âgée, ça représente plus de 10 000 décès par an. Et elle est la première cause d'hospitalisation chez ces personnes. Elle entraîne un risque de décompensation en cascade avec des conséquences qui peuvent être majeures pour ces patients. Et c'est pourquoi le ministère en charge de la solidarité a mis en place, il y a plus d'un an, oui, donc en février 2022, le plan anti-chute chez la personne âgée, avec l'objectif de réduire de 20% le nombre de chutes mortelles qui pouvaient entraîner des hospitalisations chez les plus de 65 ans. Ce plan se décline dans notre région Centre-Val de Loire et dans de nombreuses régions avec l'implication d'une coordination d'acteurs qui sont engagés dans le vieillissement en santé. Et cette coordination professionnelle va promouvoir, accompagner et promouvoir la prévention des chutes chez la personne âgée tout au long de son parcours de soins en diffusant des outils, différents outils qui sont créés par et avec les acteurs. Et vous avez peut-être déjà entendu parler sur votre territoire du programme ICOP qui se déploie, également justement du e-learning qu'on vous a proposé comme support de prévention et de formation, mais également d'autres outils comme des affiches, des kakémonos réalisés par l'URPS pédicure podologue ou l'URPS kiné. Ils ont pour but donc de prévenir les chutes, et ces actions coordonnées, il faut savoir que si elles sont bien mises en place, elles vont vous aider à diminuer et permettre normalement de diminuer jusqu'à moins 30% du nombre de chutes. Hop, la suivante. En sachant donc qu'une personne sur trois de plus de 65 ans et jusqu'à une personne sur deux à partir de 85 ans va chuter dans l'année. On l'a vu, elles ont des événements indésirables médicamenteux qui sont plus fréquents avec l'avancée en âge. Le stress que peut avoir une chute pour la personne âgée peut entraîner un passage d'une fragilité vers une dépendance qui est irréversible et donc qui est quelque chose de fâcheux. Et donc le troisième constat, c'est évident pour vous et pour de nombreuses personnes aussi, c'est que les soignants de premier recours, vous êtes les premiers à pouvoir repérer les patients à risque de chute, les conseiller, prévenir les événements indésirables graves, alerter et transmettre. Et donc c'est pourquoi on a fait cette formation au niveau territorial, au niveau de la région, pour repérer le risque lié aux médicaments. Et donc, elle a été réalisée vraiment à destination des équipes de soins coordonnés en ville. Effectivement, on a besoin de savoir la petit quiz par Maud. Donc là, je vous laisse, s'il vous plaît, répondre au sondage. Donc, c'était un peu pour que nous, on sache si vous aviez pu prendre connaissance du e-learning. Donc voilà, on vous laisse quelques petites minutes. Donc, on voit que c'est plutôt oui pour le moment. Je
crois que vous avez à peu près tous répondu. Bah, merci beaucoup. Donc, 65%, vous avez pu prendre connaissance. Pour les autres, eh ben, vous retrouverez le lien à la suite de ce e-learning, à la suite de ce webinaire, on vous remettra le lien, si ça vous On va intéresse. vous renvoyer effectivement avec... merci Maud. Donc 65%, donc là, la diapositive suivante que je vous présente, effectivement, c'était un rappel sur l'organisation du webinaire. Je ne sais pas si tu arrives à passer. Super. Donc, l'outil du e-learning, pardon, cette formation, comme vous avez pu le voir pour 65% d'entre vous, elle est construite donc pour les équipes de soins coordonnés en ville, on vient de le dire, et elle est construite en trois... C'est une boîte à outils, mais il y a 3 éléments essentiels que vous pourrez retrouver dans cette formation. Donc, c'est une formation, tous les éléments sur l'écosystème ambulatoire, le plan anti-chute et les risques iatrogènes liés à l'avancée en âge. Et vous avez également les 7 vidéos de sensibilisation selon des cas pratiques avec des exercices que vous pouvez piocher. Et également dans la boîte à outils, vous avez de nombreux outils à télécharger en libre accès. Donc vous avez à nouveau le lien qui est présent ici, on va vous le renvoyer. Et donc j'en profite pour vous demander effectivement, comme vous avez pu voir le e-learning, de ne pas oublier d'évaluer aussi la qualité de ce e-learning. Toutes les critiques sont bonnes à faire. Donc diapo suivante. Merci. Donc pour synthétiser un peu ce qu'on vient de se dire, on est tous concernés avec l'avancée en âge, je nous le souhaite. Nous allons présenter une certaine vulnérabilité biologique avec l'apparition d'une ou plusieurs pathologies. Et cela va forcément entraîner la prise de plusieurs médicaments. Donc, on a pu le voir avec un risque de iatrogénie médicamenteuse. On a des effets indésirables médicamenteux qui sont plus fréquents avec l'avancée en âge et qui peuvent être repérés par tous, donc par tous les professionnels des équipes au sein de vos équipes. Ils peuvent tous identifier ces signaux d'alerte qui sont quand même assez souvent facilement identifiables et souvent repérés chez les personnes âgées. Donc, l'ostéoporose, ça parle un peu à tout le monde. Les levées nocturnes, tous les professionnels peuvent être alertes pour les entendre et prendre le temps de partager avec le patient sur ces problématiques de levée nocturne, des troubles visuels, l'hypoglycémie. Voilà, ce sont des choses, des cas pratiques qui sont reconnaissables par tous. Et donc, ces signaux d'alerte peuvent avoir comme conséquence la chute. Et c'est pourquoi on prend cette porte d'entrée, parce que c'est quelque chose, voilà, en reconnaissant ces événements, ces signaux d'alerte, on va pouvoir prévenir le risque de chute chez nos patients âgés. Donc, je laisse Françoise vous présenter l'objectif du webinaire qu'elle vous a déjà commencé à entamer tout à l'heure. Alors, l'objectif du webinaire, comme on l'a évoqué tout à l'heure, en fait, c'est de vous donner des clés, de donner quelques clés au niveau des structures d'exercice coordonnées, alors quel que soit votre type de structure, puisque souvent dans les ESP, CPTS, MSP, on a un volet prévention, de façon à faciliter le repérage. Et puis, plus spécifiquement au niveau de nos officines, effectivement, on a aussi, nous, des besoins de clés aussi et de pistes pour pouvoir repérer effectivement les risques, alors soit directement par l'intermédiaire du patient ou sinon souvent c'est par l'intermédiaire des aidants avec donc alors l'idée, puisque vous avez regardé majoritairement le webinaire, c'est pas de vous refaire les petites vidéos, mais c'est plutôt de vous essayer de vous accompagner sur la construction de l'atelier et puis d'avoir peut-être un focus sur les différents items en piochant un peu sur chaque vidéo des choses qui peuvent peut-être être approfondies ou qui peuvent intéresser les professionnels de santé qui ne sont pas forcément des spécialistes du médicament et voir comment on peut vraiment les sensibiliser. Avec comme première idée, effectivement, comment on construit son atelier, quel type de support on peut utiliser, et puis comment vous pouvez proposer les ateliers à vos collègues que vous croisez au quotidien, alors à l'officine ou ailleurs. C'est vrai que souvent, nous, à l'officine, on voit passer, surtout en milieu rural, on voit régulièrement passer nos infirmières, les sages-femmes, on voit aussi de temps en temps les kinés. Donc, c'est vrai que c'est intéressant d'échanger avec eux et puis d'aller peut-être un petit peu plus loin que
que simplement du partage ou de la préparation d'ordonnances qu'on porte nous ou qu'on transmet aux infirmières qui retournent à domicile voir les patients. Donc, l'idée, effectivement, pour construire son atelier, le point de départ, avant de commencer, c'est de se poser comme première question, qui? C'est-à-dire, qui dans mon entourage est intéressé dans ma CPTS, mon ESP, mon MSP, mon équipe officinale, par ce risque iatrogène. Et puis après, ce qui ressort aussi, c'est qu'au niveau des messages et puis de l'organisation, l'idée, c'est effectivement de se poser et de se dire quel moment et sous quel format, parce que professionnels de santé, on n'a pas forcément le même rythme. Dans la mesure où, si on reprend l'exemple, par exemple, des infirmières, elles ont souvent une coupure en début d'après-midi, ce qui n'est pas forcément le cas des autres professionnels de santé. Donc, en fonction du public à qui vous allez lancer l'invitation, l'idée, c'est de se dire comment je m'organise et quel est le meilleur timing pour pouvoir proposer l'atelier. Pareil pour le moment de la journée de la semaine. Et puis après, si je le fais en présentiel, où est-ce que je peux avoir un local qui peut m'être proposé? Alors, ça peut être, il y a plein de possibilités, mais parfois, il y a des mairies qui mettent à disposition des locaux. Si on est en MSP et qu'il y a des murs en dur, il y a souvent des salles de réunion. Voilà, c'est des choses qui sont à bien intégrer en amont de l'invitation plus officielle et plus concrète. Diapo suivante, et puis je vais passer la main à Aline. Et donc, dans la construction de l'atelier, on vous propose 5 points à identifier. Et le premier point, c'est effectivement d'identifier les objectifs pédagogiques de votre atelier. Et là, nous, je pense que si vous êtes tous présents, c'est parce que vous voulez sensibiliser vos collègues ou les participants de l'atelier que vous allez pouvoir inviter au risque de iatrogénie médicamenteuse au travers de cas pratiques. Et l'objectif aussi de l'atelier qu'on espère vous apporter aussi, c'est de connaître, de diffuser les ressources locales existantes pour pouvoir organiser un meilleur accompagnement à risque au niveau de votre territoire. Donc, on l'a dit tout à l'heure, la chute chez la personne âgée, finalement, c'est vraiment un point d'accroche qui est pluridisciplinaire. Et pourquoi? Parce que effectivement, les pharmaciens, les kinés, le médecin, l'ergothérapeute, l'infirmière, ils sont tous concernés, ils peuvent tous échanger avec le patient sur un risque potentiel de chute. La situation clinique va permettre de faire un focus sur les points de vigilance pour repérer les situations à risque ou les patients à risque de chute liés aux médicaments. Donc, la deuxième étape, le deuxième point, c'est de choisir la thématique de votre atelier. Et pour ça, on vous propose les 7 situations à risque souvent rencontrées au domicile, qui sont mises en jeu de rôle, en cas pratique, dans les 7 vidéos présentes dans le e-learning. On vous incite à préparer en amont en tant qu'animateur de l'atelier vos supports visuels et le matériel. Donc bien vérifier effectivement si vous voulez présenter des vidéos que vous ayez un bon accès Internet. Et également votre support diaporama. On va vous présenter un modèle et vous pourrez avoir accès à ce modèle-là et à l'ensemble des visuels dans la formation de l'Omedit. Donc, tous les outils, voilà, les diapositives, les vidéos, tout se trouve dans le e-learning et également ce support de présentation que vous pourrez modifier à votre convenance. Le 4e point, c'est effectivement, on vous suggère d'encourager l'interaction entre les participants. Et donc, c'est une opportunité, effectivement, de tous vous retrouver sur un sujet commun. Donc, on va essayer de vous pousser à utiliser ce support et les outils présentés pour animer au travers soit d'activités de réflexion à partir des vidéos, ou vous pouvez également aisément mettre en place des jeux de rôle et faire participer les apprenants pour faire leur retour d'expérience au travers de jeux de rôle. N'oubliez pas d'évaluer effectivement l'atelier pour avoir le retour des participants et anticiper effectivement l'efficacité que vous pourrez avoir sur la prévention du risque iatrogène sur votre territoire.
Alors, pour rebondir sur ce que disait Adeline, l'idée, c'est vraiment de coller à votre public. C'est-à-dire que si on prend par exemple l'exemple à l'officine, vous n'aurez pas forcément complètement la même approche si vous choisissez un thème et que votre public, ça va être vos pharmaciens adjoints ou vos préparateurs et où on aura peut-être plus un focus sur le côté purement médical ou médicamenteux avec plus les spécialités, les dénominations communes internationales, les effets secondaires. Voilà. Si par contre vous présentez, si vous choisissez un thème et que votre public, eh ben, vous avez plus de l'interpro et des gens qui sont moins des spécialistes du médicament, l'idée, c'est pas forcément de les faire devenir des incollables sur une classe du médicament, mais plutôt de les sensibiliser à des grandes classes ou des molécules un peu sensibles et des grandes familles en se disant, mais attention, là, il y a peut-être quelque chose et si j'ai un doute, eh ben, je me retourne vers le pharmacien qui connaît les médicaments ou j'en reparle au médecin de façon à ce que vraiment vous ayez une animation qui soit la plus personnalisée et la plus adaptée à votre public et que ce soit le plus compréhensible pour l'ensemble des participants. Alors, on est allé un peu plus loin, on vous a mis juste sur la diapo d'après un exemple d'invitation que vous pouvez envoyer pour partager votre expérience. Et les thèmes qu'on a utilisés ne sont pas forcément tout à fait les mêmes si on s'adresse à une ESP, pardon, ou si on s'adresse à un professionnel de santé de CPTS. Donc, vous aurez de toute façon le diaporama qui vous permettra d'en prendre connaissance. Et puis, c'est vraiment juste une trame. Après, libre à vous, bien évidemment, de l'adapter en fonction de votre sensibilité et puis du public à qui vous vous adressez. Donc, pour résumer, on vous propose de vous faire votre petite checklist avant de commencer, que Maud va vous commenter. Oui, après, ça reprend un peu du coup ce que vous disiez Adeline et Françoise, voilà, en début de ce webinaire, on s'est dit que peut-être une petite checklist pour vous aider à préparer votre atelier en amont, ça peut vous aider. Donc, on a essayé d'un peu énumérer. Bien sûr, il peut manquer des choses et ça peut être adapté. Mais voilà, ça peut commencer par envoyer le mail type pour recenser les participants. Après, choix du thème et des modalités. Euh, et après, on vous a aussi mis quelques petits conseils, entre guillemets, de posture. Et après, pareil, hein, c'est libre à vous d'adapter selon comment vous êtes le plus à l'aise pour présenter. Mais c'est quand même certaines choses à avoir en tête, comme le métier, les compétences métiers de chacun, du timing aussi très important, parce qu'on sait qu'en tant que professionnel de santé, le timing est parfois très, très court et voilà, très important à respecter, utiliser des cas concrets et des exemples, et aussi faire des moments de pause pour favoriser l'échange. Et après, le déroulé, ça reprend aussi un petit peu tout le déroulé qu'on va vous présenter juste après. Donc, n'hésitez pas, autant le mail type que cette checklist, à les utiliser, c'est pour vous et ça vous facilite le travail. On va essayer de vous pré-mâcher le travail au maximum pour que vous n'ayez plus d'excuses pour ne pas faire ces ateliers après sur vos territoires. Donc, on compte sur vous. Attention à la dernière question que vous verrez en fin de webinaire. Donc, effectivement, on vous propose un exemple d'atelier. Après cette présentation plus générale, on s'est dit qu'on a essayé de mettre en pratique un peu les premiers conseils. Et pour cette mise en pratique, je vous incite à aller regarder sur le site de l'HAS qui vient de publier une réactualisation de son guide sur les bonnes pratiques en matière de simulation en santé. Si vous voulez, vous me le demandez dans le fil de discussion, je vous le mettrai juste après ma prise de parole. Et donc cette méthode pédagogique et la simulation en santé, elle vous propose d'intégrer un briefing, une partie de briefing, un déroulement du scénario et un troisième temps de débriefing. Donc vous avez ça en tête, pardon, excusez-moi. Par rapport à notre exemple de la prévention des chutes chez la personne âgée avec les risques liés aux médicaments, on propose d'essayer d'intégrer une simulation en santé, cette formation, avec une première partie. Vous pouvez penser à envoyer le lien du e-learning et les vidéos, en tout cas, ou les vidéos seules à vos participants pour qu'ils les regardent avant de venir en atelier. Et le début de votre atelier peut commencer sur un briefing avec une partie de contexte
et un premier retour sur les vidéos avant de rentrer sur le côté cas pratique. Donc soit vous rediffusez les vidéos en groupe pour pouvoir échanger sur des retours d'expérience, mais comme je vous l'ai dit tout à l'heure, vous pouvez également vous servir des cas pratiques dans les vidéos pour essayer de mettre en place dans vos ateliers des jeux de rôle pour que, même si c'est de l'improvisation, vous prenez 2-3 professionnels, vous leur dites, ben voilà, il y en a un qui joue le patient, il y en a un autre qui joue le médecin, et vous essayez d'imaginer une situation similaire que vous avez pu rencontrer dans votre quotidien. Et donc après, vous avez un temps de débriefing sur l'expérience vécue et également des conseils à apporter sur des conduites à tenir et les ressources locales qui peuvent être proposées, les conseils à apporter pour que le parcours de soins ait une véritable continuité autour de ces personnes plus à risque de chute et avec l'avancée en âge, justement, vous savez, vous connaissez leur fragilité. Donc, de ne pas oublier, effectivement, en fin d'atelier, un petit temps d'échange complémentaire que vous n'aurez pas forcément à diriger, mais juste pour que les participants profitent de ce moment ensemble pour échanger sur leurs pratiques encore en allant un peu plus loin et apprennent à se connaître, et également le petit questionnaire de satisfaction sur votre atelier. Donc, on vous propose le diaporama, comme on vous l'a déjà dit, vous pourrez le prendre, l'adapter à votre sauce, il sera dans la boîte à outils du e-learning, et si vous voulez, vous pouvez nous le redemander par mail, on vous l'enverra à la suite de la présentation, mais servez-vous, vous pouvez le modifier. Donc là, c'était la première partie sur le titre. Donc cette deuxième partie, c'est pour entamer votre briefing, où vous pouvez parler justement de vieillissement, polypathologie, iatrogénie. C'est pareil, vous pouvez exploiter tous les éléments qui sont dans le e-learning. Et donc, on a parlé de l'importance de bien définir vos objectifs en début d'atelier. Je laisse Françoise vous proposer les 4 objectifs. Oui, donc les objectifs, effectivement, c'est vraiment que les professionnels de santé de votre entourage acquièrent ce réflexe du médicament qui peut être potentiellement responsable de chute. Donc, on a pris l'exemple, par exemple, d'une hypoglycémie. Et puis, c'est vraiment d'acquérir ce réflexe iatrogène et puis savoir quand on a le moindre doute, et ben, quelles sont les ressources du territoire qu'on a identifié. Alors, sur des territoires qui sont des territoires peut-être plus ruraux, bah, généralement, on est, même si on n'est pas officiellement structuré en équipe de soins primaires, on connaît le médecin, on connaît l'infirmière, on connaît le kiné. Après, la question, c'est peut-être plus se la poser quand on est dans des environnements qui sont peut-être un peu plus urbains, où on a un peu plus de professionnels de santé à identifier comme étant les personnes relais, qui sont les personnes qui peuvent nous accompagner sur la prise en charge et l'analyse de ce risque iatrogène chez un patient commun qui est un patient chuteur. Donc, dans le e-learning, voilà comment se présente votre accès aux 7 situations à risque de chute chez la personne âgée, justement liée aux médicaments. Et donc, comme on l'a parlé, vous avez une situation d'un patient qui va présenter une hypoglycémie, une patiente âgée qui va présenter un doute et un risque de sarcopénie. Même si, comme ça, c'est un mot qui n'est pas forcément connu de tous. Vous avez une petite synthèse, une explication dans cette vidéo. L'ostéoporose, un risque d'ostéoporose, un risque une observation d'une somnolence en journée, d'hypotension, de troubles visuels qui peuvent être liés aux médicaments, et également de levée nocturne. Donc, la formation est gratuite, servez-vous-en. Je vous laisse. Donc là, on vous a sorti différents exemples pour que vous ayez voilà, justement aussi une présentation extraite de chaque vidéo pour voir comment vous pouvez exploiter. Donc, effectivement, sur le diapo d'avant, s'il te plaît, Maud. Voilà, super. Si on reprend par exemple le cas de l'hypoglycémie, on vous parlait d'adapter le discours, par exemple. Je pense que si on prend l'exemple des bêta-bloquants, si vous faites la formation à votre équipe officinale, je pense que la classe thérapeutique, ils la connaissent. Après, si on va creuser un petit peu plus loin, on sait qu'on a des cardiosélectifs, des non-cardiosélectifs. Par contre, quelqu'un qui n'est pas dans le cœur du médicament ne le sait pas forcément. L'idée, c'est pas forcément
forcément qu'ils soient incollables sur toutes les DCI des bêta-bloquants, mais c'est qu'ils se disent, chez Monsieur Dupont qui est tombé, j'ai vu une ordonnance et sur l'ordonnance, il y avait une molécule qui finissait en olol. Et ben, c'est de se dire, peut-être que je vais faire un retour au médecin ou au pharmacien parce que ce serait peut-être intéressant que lui, de son côté, il analyse, qu'il complète et puis qu'il voit si le médicament n'est pas responsable en partie de la chute. Puisque en fait, ces produits-là, ces molécules-là sont des molécules qui peuvent masquer certains signes d'hypoglycémie et surtout les premières générations. Et là, on est typiquement sur une ordonnance où finalement, vous avez 2 antidiabétiques plus une 3e molécule qui se rajoute. Et cette 3e molécule, en fait, elle peut masquer des signes d'hypoglycémie sur les deux autres médicaments. Donc, l'idée, c'est vraiment d'aller en fonction de votre public, de sensibiliser et puis de creuser selon les personnes que vous avez en face de vous. Si on prend le cas suivant, effectivement, Adeline, je te passe la main. Donc là, c'est un exemple, mais dans chaque petite vidéo, vous avez des focus intéressants à partager pour le parcours de soins, justement. Et donc là, dans le cas de la personne âgée, une personne âgée, je crois qu'elle a dans les 80 ans, elle va chez son pharmacien et elle lui explique que elle a perdu du poids, elle est contente, mais finalement, elle se sent très fragile. Et effectivement, il y a peut-être un doute de sarcopénie. Donc, le pharmacien peut lui proposer un bilan partagé de médication, ce qui correspond à l'ensemble de la révision de l'ordonnance. Et tous les patients qui ont plus de 65 ans avec ALD et plus de 5 médicaments par jour ou plus de 75 ans sont éligibles à avoir cette revue complète cet entretien avec le pharmacien pour la revue complète des médicaments, sachant qu'un patient sur 2 de plus de 65 ans prend plus de 5 médicaments par jour. Ça peut être un conseil que nombreux professionnels de santé, de soins primaires peuvent apporter aux patients. L'autre exemple. Alors, l'autre exemple, effectivement, on a pris le cas de l'ostéoporose, donc on s'aperçoit que finalement, il y a quelques molécules clés qui sont des molécules sur lesquelles on peut sensibiliser les autres professionnels de santé, puis aussi nos patients. Alors, la liste est bien évidemment non exhaustive, mais si on prend le cas des IPP, donc qui sont, nous, dans notre jargon, les inhibiteurs de la pompe à protons, qui sont des antiacides, c'est des molécules qui ont été prescrites très largement et il n'y a pas forcément systématiquement de réévaluation et il y a une reconduction assez régulière dans les renouvellements de traitement de la prescription d'IPP. Et avec le recul, on s'aperçoit que ces IPP peuvent entraîner forcément des effets secondaires comme tout médicament et peuvent au long cours augmenter le risque de fracture et donc le risque de chute. Donc là, je vous ai pris le cas des IPP, mais voilà, vous avez les ISRS, vous avez les corticoïdes où on sait que sur du long terme, c'est anti-inflammatoire certes, mais anti-inflammatoire immunosuppresseur, mais sur le long cours, oui, c'est responsable d'ostéoporose. Donc l'idée, c'est d'avoir une sensibilité à 2-3 familles qu'on retrouve assez fréquemment prescrits chez nos patients âgés, avec pas forcément tout le temps une réévaluation du traitement et de se dire que s'il est tombé, il y a peut-être la maison qui n'est pas adaptée, il y a peut-être plein d'autres facteurs, mais ça peut aussi être lié aux médicaments. Donc bien, tous les professionnels effectivement peuvent interroger le patient parce que souvent le patient, il est au moins capable de dire effectivement si il a son médicament parce qu'il a des reflux réguliers ou il a un médicament parce qu'il est tombé il y a très longtemps et donc on lui avait donné ça quand il s'était fait opérer de la hanche plutôt et donc et finalement il a ça dans son placard et il continue d'en prendre régulièrement ou effectivement il y a une petite déprime. Je pense qu'il y a des échanges avec le patient et les aidants qui sont primordiaux et que tout professionnel de santé peut identifier comme étant un risque de chute à partir de ces échanges. Donc, il faut penser aux médicaments. On ne va pas reparler des autres médicaments qui sont aussi largement prescrits et sur lesquels il y a des actions qui peuvent être portées.
Mais donc, dès qu'il y a un risque de chute ou une somnolence en journée qui est pas habituelle, un changement, chez le patient, il faut penser aux médicaments et dès qu'il y a une certitude ou un doute, il faut trouver dans ses ressources, locales justement, quel est le médecin traitant ou le pharmacien, auprès duquel je peux me renseigner ou si moi je suis pas je n'ai pas ces compétences, vers lequel je peux renvoyer le patient pour qu'il puisse avoir une revue globale de son ordonnance. Si on prend le cas de l'hypotension, alors chez nos patients âgés, ben, bien souvent on a des patients qui sont traités pour hypertension et on a ben, une pléthore et une grande variété de classes pharmacologiques pour traiter les hypertensions. Donc l'idée effectivement, c'est pas de connaître toutes les molécules et tous leurs effets secondaires et toute leur posologie, mais c'est vraiment de se dire, ben, je suis chez mon patient, et qu'est-ce que c'est de sa maladie, mon patient? Est-ce qu'il a quand même une petite sensibilité? Est-ce qu'il sait à quoi correspondent les molécules qui lui sont prescrites? Qu'est-ce qu'il peut nous en dire avec, bah, effectivement, s'il est capable de vous dire qu'il a un petit problème de prostate et puis qu'il est traité pour la tension, eh bien, c'est peut-être de se dire, attention, ben, attention, là, ça c'est clair et j'ai un point de vigilance parce que je sais que les antihypertenseurs, eh ben, peuvent entraîner des hypotensions, que quand on a un problème de prostate chez monsieur, eh ben, on a aussi comme effet secondaire une hypotension, donc potentiellement un risque de chute. Voilà, on a finalement pas mal de classes qui peuvent être pourvoyeuses de chute. Donc l'idée, c'est effectivement d'interroger aussi le patient quand vous êtes à domicile en lui demandant ben, ce qu'il connaît un peu de son traitement et de le réorienter ben, vers le professionnel de santé qui pourra l'aiguiller et puis refaire un point pour qu'il connaisse mieux son traitement aussi, parce qu'on s'aperçoit que l'observance est parfois défectueuse et que bah, le fait d'être plus observant et de mieux connaître son traitement permet d'être plus observant et donc de mieux gérer sa maladie et sur le long terme de mieux l'appréhender et de minimiser le risque de chute. Le temps qui avance, donc je vais peut-être passer un petit peu plus vite sur nos prochaines diapos. Là, c'est pour vous parler effectivement. Vous pouvez aussi vous parler, vous appuyer sur les vidéos et sur les cas pratiques proposés pour parler des programmes qui sont en place dans vos dans vos équipes pluridisciplinaires et pour former notamment, on pense au programme ICOP, qui est un programme de l'OMS et qui va permettre de prévenir, de dépister un risque de perte d'autonomie sur les 6 capacités intrinsèques essentielles, comme la vue. Et donc, vous pourrez aller plus loin grâce aux outils qui sont disponibles et téléchargeables dans le e-learning. Alors, si on prend, alors on va passer rapidement, mais si on reprend le cas des levées nocturnes, on a aussi un certain nombre de molécules qui peuvent entraîner ben, le fait que la personne la nuit ait besoin de se relever et ce qui peut être responsable de chute. L'idée, c'est ben, aussi, vous, quand vous intervenez au domicile du patient, ben, d'être peut-être aussi en capacité de donner quelques règles simples pour l'hygiène du sommeil et puis surtout aussi rebondir sur l'aménagement du domicile parce que ben, bien souvent, on est chez des patients où ben, potentiellement il reste des tapis, il reste des fils qui traînent. Il n'y a pas forcément la petite lumière qui s'allume automatiquement et il y a tout un travail de pédagogie qui est à faire auprès du patient. Et ce travail de pédagogie, je pense qu'il est à faire aussi en pluripro parce que chacun peut apporter sa pierre à l'édifice et puis le fait de répéter et le fait de véhiculer un message, mais qui soit pas forcément par la même personne et le même professionnel de santé, ben, petit à petit, ça fait son chemin et ça permet ben, de faciliter l'aménagement du domicile et penser effectivement que il y a des professionnels de proximité voilà, qui sont en capacité de répondre à ces besoins-là et en particulier effectivement le pharmacien parce que c'est une activité qui n'est pas forcément non plus connue de tous. Donc l'idée, c'était aussi de vous faire ce petit rappel.
Et donc après avoir basé votre atelier sur les cas pratiques, vous pouvez commencer, avoir un deuxième temps donc de débrief sur ces cas pratiques et justement sur cette expérience vécue dans l'atelier. Dans le cadre de ce débriefing, vous pouvez apporter des conseils supplémentaires sur des conduites à tenir. Donc autour des médicaments, ça va être d'apprendre à identifier effectivement les signaux d'alerte pour engager une prise en soin et aller un petit peu plus loin à l'aide des professionnels qui ont la compétence et qui peuvent vous accompagner. Conseiller aux patients effectivement une réévaluation régulière de ces médicaments parce qu'avec l'avancée en âge, un médicament qu'on avait à 50 ans n'a plus le même effet et il peut avoir des effets indésirables avec l'avancée en âge justement à partir de 65-80 ans. Et donc voilà, on va passer cette diapo, mais prenez ce temps de débrief avec les supports aussi qui sont disponibles dans le e-learning. Et effectivement, terminer votre temps d'échange sur une ouverture, si les gens veulent parler d'autre chose, proposer des nouveaux sujets et effectivement, s'il y a d'autres, voilà, ça amène à d'autres réflexions et d'autres projets pluridisciplinaires au sein de votre équipe de soins coordonnés. Donc, n'oubliez pas de remercier et de leur proposer de vous faire un retour aussi sur cet atelier pour voir si dans leur pratique après professionnelle, ça a pu changer les choses. Donc là, voilà, c'est la fin du diaporama qu'on vous propose clé en main. Et donc, pendant le temps d'échange, je ne sais pas s'il y a eu des questions, mais si vous voulez ouvrir là, N'hésitez pas. il est moins 20. C'est ça, n'hésitez pas à poser vos questions dans le chat. Ou, après, on n'est pas hyper nombreux, donc si vous levez la main, ça peut aussi se faire. Et en même temps, on voulait vous passer un autre petit sondage, si j'y arrive. C'était un peu pour savoir si là, après cette présentation, vous vous sentiez prêt à mettre en place un atelier auprès de vos confrères et consoeurs. Donc, je lance. D'autant que la plupart d'entre vous, effectivement, a vu les supports disponibles. Après, bien sûr, ne vous sentez pas obligé de mettre oui. Voilà, c'est intéressant aussi pour nous de savoir qu'est-ce qui peut manquer. Comme on a un petit peu de temps, mais prenez la parole parce comme on est vraiment pas très nombreux, vous pouvez effectivement échanger votre tour, comment vous allez peut-être mettre en place ces ateliers. Et aussi, peut-être pour ceux, s'ils sont d'accord, peut-être pour ceux qui ont dit qu'ils n'étaient pas prêts, n'hésitez pas à nous dire peut-être qu'est-ce qui vous a manqué. Voilà. Ah je vois que Benoît, vous avez levé la main, donc je vous en prie. On vous entend pas. Oui. On ne vous entend pas. Je crois que c'est peut-être un problème de micro. Le temps que le micro oui, si ça marche. Est-ce que là, vous m'entendez? Oui, très bien. Bonjour à tout le monde. Je vous remercie beaucoup pour la qualité de votre intervention déjà, parce que c'est toujours très intéressant. Alors, moi, je suis pas professionnel de santé, je suis sophrologue, médiateur et praticien en technique d'optimisation du potentiel. Ce qui fait que je me suis inscrit à votre présentation, à votre webinaire. C'est parce que j'interviens en tant que prestataire extérieur pour le groupe Domus Vie sur 10 agences du groupe pour les auxiliaires de vie donc, de ces agences. Et donc, c'est ce que j'écrivais à Madame Guégan, c'était savoir un peu quelle place vous donnez aux auxiliaires de vie, parce qu'en fait, dans ce cadre-là, moi, je travaille sur, je vous donne rapidement l'objectif de ces ateliers de 2 heures. Tous les mois, je décline une thématique en lien avec le métier des auxiliaires de vie. Donc, on va parler du cahier de liaison, on va parler là, ce mois-ci, c'est la canicule et l'aspect nutritionnel. Et le risque de chute, je l'aborde aussi. Alors, bien sûr, hein,
ces thématiques, elles sont en lien avec le référentiel métier chez Domus Vie et plus globalement des auxiliaires de vie. Et en fait, en deuxième partie, moi, je propose une séance de, vous l'appelez comme vous voulez, relaxation, sophrologie, peu importe, aux auxiliaires de vie présents et présentes. Et en fait, j'ai vraiment trouvé intéressant. Alors, ces origines, pardon, iatrogènes, j'en parle, mais je pense que grâce à votre présentation, je pourrais faire un focus en fait un peu plus précis sur ces risques de chute liés aux médicaments. Alors, non pas bien sûr de faire des spécialistes, hein, comme vous le disiez tout à l'heure, de faire des auxiliaires de vie, des spécialistes en termes de médicaments, parce que c'est pas leur rôle, mais en attendant, de les alerter, de leur dire vraiment qu'il y a un risque, ce que je fais déjà, mais peut-être là, avec ce que vous nous avez donné et avec le e-learning que j'ai commencé à regarder, j'ai vraiment des pistes complémentaires par rapport aux interventions. Donc, je trouve ça vraiment très bien et je pense que c'est quelque chose que je vais proposer plus aux auxiliaires de vie du groupe. Donc, merci beaucoup. Merci à vous pour votre proposition. François, tu Oui, veux... merci. Oui, je pense que là, l'idée, bon, si on a répondu si on a réussi à sensibiliser au fait au risque iatrogène, l'important, je pense, c'est de se dire que chacun, enfin, au domicile du patient, chacun peut avoir son rôle à jouer. Alors, je pense que les auxiliaires de vie, je suis pas sûre qu'elles aient forcément toujours accès à l'ordonnance en soi, mais parfois, je suppose elles peuvent accompagner le patient à la pharmacie. Et par contre, elles sont, je pense, en première ligne si le patient a chuté. Et elles peuvent aussi, pour nous, être pourvoyeuses d'informations complémentaires parce que c'est pas forcément des choses. Nous, on l'apprend, alors pas forcément, on l'apprend des fois, parfois un peu tard. Enfin, quand je dis nous, pharmaciens, parce qu'il y a la prescription, mais des fois, c'est l'auxiliaire de vie qui vient chercher l'ordonnance, mais elle pense pas forcément à nous alerter. Et je pense que c'est vraiment de l'échange et du gagnant-gagnant. Si on a réussi effectivement à vous faire passer le message que le médicament peut être pourvoyeur de chute et que le professionnel de santé, il y a des professionnels de santé près de chez vous qui sont là pour répondre à vos interrogations. Je pense que C'est on peut dire gagné. que voilà, on a gagné le message, enfin ce qu'on voulait faire passer comme message. C'est ça. Effectivement, les auxiliaires de vie ont un rôle important. Je laisse la parole au docteur Michel qui participe au déploiement du plan anti-chute au sein de l'équipe régionale vieillissement et maintien de l'autonomie, qui je pense a peut-être aussi des éléments à ajouter à votre intervention. Et aussi, j'ai une petite pensée derrière la tête du programme ICOP qui peut être avec les STEP 1 qui peuvent être réalisés par des professionnels aussi du domicile. Oui, merci Adeline. Effectivement, pour les auxiliaires de vie, l'idée c'est qu'elles soient sensibilisées à tous les risques de chute et pas seulement le risque médicamenteux, d'autant plus que comme vous le disiez, Madame Guégan, elles n'ont pas forcément accès à l'ordonnance, elles ne sont pas en capacité d'évaluer quelles sont les molécules sur l'ordonnance qui peuvent poser problème. Par contre, elles peuvent être un excellent élément d'information sur l'automédication. Parce qu'elles peuvent voir passer des situations où les personnes vont ajouter des prises médicamenteuses à celles qui leur sont prescrites et qui peuvent être vraiment pourvoyeuses de chute ou en tout cas d'interactions négatives avec l'ordonnance classique. Et elles auront aussi tout l'intérêt d'aller à domicile, d'avoir une évaluation sur l'intérieur du domicile. Ce qu'on préconise dans le plan anti-chute, ça n'est pas qu'elles-mêmes donnent des consignes et des conseils aux personnes, mais qu'elles puissent orienter vers le bon interlocuteur, le bon professionnel. Donc, soit le médecin traitant, soit le kiné, soit l'évaluation du domicile par ergothérapeute, soit c'est ergo-kiné, médecins qui vont prescrire une aide technique qui serait nécessaire. Soit c'est le pharmacien qui peut faire le bilan de médication partagée, etc., etc. Donc, il faut qu'elles connaissent le dispositif et qu'elles orientent. Parce que rien ne serait plus délétère que celles qui pensent savoir comment il faut adapter les choses, être pourvoyeuse de bons conseils et qui, en fait, n'accompagnerait pas le patient, la personne qui en a besoin, vers les bons effecteurs.
Donc, sur le site internet du plan anti-chute, je vais laisser ma collègue Sarah-Louise Renard, qui est plus douée en informatique que moi, mettre le lien du site internet sur le chat. Et vous trouverez aussi des éléments. Nous sommes aussi vos interlocuteurs de façon privilégiée sur le Centre Val de Loire. Et puis, on a tout un tas de documents de référence sur lesquels vous pouvez vous appuyer. Alors, l'ensemble, pas seulement vous, hein, mais l'ensemble des participants au webinaire pour compléter cette information sur la iatrogénie médicamenteuse, qui est un des facteurs de risque de chute, mais pas le seul, puisque c'est une occasion pour lancer le débat et rechercher les facteurs de risque de chute chez tout un chacun, en sachant que, comme c'est très bien noté dans le e-learning, il y a d'autres supports d'autres éléments à vérifier, la nutrition, l'activité physique, etc., etc. Et donc, on a beaucoup croisé les données pour se compléter. Vous devez savoir qu'en prévention, il faut que nous croisions les discours et que nous utilisions les mêmes supports les uns les autres pour que le discours puisse faire écho chez tout un chacun. Donc, à votre disposition aussi pour tous ceux qui le souhaitent pour creuser le reste du domaine de la prévention dans le cadre des chutes. Et pour ICOP, je vous ai marqué, effectivement, ce programme sera développé France entière dans le courant de l'année 2025. Alors, sans vraiment beaucoup de moyens associés, donc c'est pour ça qu'il y aura beaucoup d'autodiagnostic et de remplissage de grilles en autonomie avec les supports numériques habituels qu'on peut télécharger sur smartphone ou tablette ou ordinateur, mais aussi vous, professionnels de santé et intervenants, vous pouvez vous renseigner, savoir ce qu'il y a dedans parce que vos interlocuteurs vont vous en parler. Et puis, vous pouvez en faire la promotion pour que chacun devienne acteur et promoteur de sa propre santé. Donc, à votre disposition, si vous en avez besoin, vous pouvez nous joindre avec notre adresse mail planchute@chu-tour.fr. Donc, tout ça est aussi disponible dans le e-learning. Est-ce que d'autres personnes d'entre vous merci Natacha, avaient d'autres questions à nous partager? Comment vous envisagez de mettre en place ces e-learning? On a encore une dizaine de minutes ensemble pour l'évoquer. En regardant le e-learning, est-ce que c'est quelque chose qui était pour vous aisé de mettre en place? Ça vous paraissait clair? Le e-learning est disponible encore combien de temps? Eh ben, à vie, pour le moment. Tant que les données sont encore actualisées, il est disponible. Je vais vous le mettre aussi en lien. Alors, j'ai plusieurs liens à chercher. Ça, je vous mets le premier lien, hop, de la plateforme où vous trouvez le e-learning. Il suffit juste de s'inscrire et après, vous pouvez y aller autant de fois que vous voulez. Donc, c'est pour ça qu'on appelle vraiment ce e-learning comme une boîte à outils. Une boîte à outils effectivement, pour piocher en fonction des informations que vous voulez, soit parler uniquement du risque iatrogène chez la personne âgée, uniquement parler du risque de chute chez la personne âgée, parler de l'aménagement du domicile, comme on a pu vous le dire. Et voilà. Hop. Et puis, dans tous les cas, on vous enverra un mail aux inscrits avec le lien vers le webinaire enregistré. Et puis, vous pourrez retrouver les informations d'ici quelques jours. On arrivera à le mettre aussi sur notre chaîne, normalement, URPS pharmacien. Et puis, si vous avez des questions, des besoins de complément d'information, n'hésitez pas à nous recontacter. On vous avait laissé toutes les coordonnées sur la dernière diapo. Ouais. Ouais. Je retrouve plus le lien. Et on Mais vous enverra aussi, il y a un l'enverra. petit questionnaire de satisfaction, donc qu'on vous remettra aussi dans le mail. Dans le mail, voilà. Tu as une question, il me semble, Adeline, dans le chat. J'ai découvert votre webinaire sur LinkedIn. Quel est le programme de vos autres webinaires?
Bon, on n'arrête pas de créer des nouveaux sujets. Là, c'est une nouvelle collaboration avec nos collègues URPS pharmaciens. On a des webinaires au niveau de l'Omédite Centre. En tout cas, on anime aussi des webinaires sur la prise en charge, le circuit du médicament en EHPAD. Donc, surtout dans le lien avec l'évaluation HAS. Mais c'est surtout, je vous conseille d'aller, si vous avez des outils à rechercher sur le circuit du médicament, parce que c'est le champ de l'Omédite. Donc l'Omédite, c'est un observatoire des médicaments et des dispositifs médicaux. Il en existe dans chacune des régions et nous avons pour rôle en fait de coordonner différents professionnels pour créer des outils et pour sécuriser justement l'utilisation des produits de santé. Et donc on a des choses qui sont pour le domicile, des choses qui sont pour la ville, des outils pour le secteur sanitaire. Et donc tout ça est en libre accès sur notre site internet. Donc allez fouiller. Et puis si vous recherchez quelque chose de façon un peu plus précise, vous pouvez nous contacter. Et puis j'espère qu'on aura d'autres collaborations avec l'URPS pharmacien. Il faut aussi se rapprocher de la fédération de l'URPS pour voir s'il y a des actions sur les soins coordonnés qui sont portées. Mais c'est vrai que c'est surtout sur les pages LinkedIn ou sur nos sites internet respectifs où vous trouverez l'essentiel de nos actions. On Et essaie de nous, effectivement, au niveau de l'URPS pharmacien, on a d'autres projets, mais qui sont des projets plus de formation, d'information, de sensibilisation, mais peut-être plus à destination de nos confrères pharmaciens d'officine qui vont être en lien avec les nouvelles missions qui arrivent régulièrement et qui font évoluer notre métier dans le bon sens, donc qui sont effectivement plutôt des choses en lien avec la vaccination, avec la prise en charge de l'obésité, mais il faut nous laisser un petit peu de temps, voilà, pour construire les webinaires et puis et les formations et vous les reproposer, mais effectivement n'hésitez pas à nous suivre sur les réseaux. Alors on est plutôt LinkedIn, nous quand on est les pharmaciens, c'est par mail. Et puis après, effectivement, on communique plutôt sur LinkedIn. Donc, normalement, vous avez les infos qui seront sur ce réseau social. Voilà, ben, je vois l'heure qui tourne. Si vous avez pas d'autres questions, ben, on tenait avec Adeline et Maud à vous remercier de votre présence en espérant avoir répondu à vos attentes. Et puis, ben, on vous souhaite une excellente fin de journée et on vous dit peut-être à très bientôt pour un nouveau webinaire. Et là, on exactement. vous a mis les coordonnées et que vous aurez à nouveau par mail. Et Adeline vient de vous mettre aussi dans le chat le lien du questionnaire qu'on vous renverra aussi également. Merci beaucoup à tout le monde. Merci. Merci. Au revoir.